Salut Raph. Salut Baptiste. On s'est rencontrés donc sur Facebook et j'ai été assez retenu pour ne pas dire impressionné par ta connaissance en neurophysiologie, neurophysiologie de la douleur, physiologie de la douleur tout court aussi. Donc tu es fasciathérapeute et C'est tu ça, ouais. as un site, une page, un groupe Facebook qui s'appelle Reset Trauma, Ouais, exactement. sur lequel en fait tu postes des conseils et des informations sur la gestion de la douleur, des exercices physiques, etc. Euh, Est-ce que je peux te demander quelle a été ton expérience avec le traumatisme pour être D'une aussi... manière générale, tu veux dire? Hmm. De manière générale, tu veux dire? Ouais, de manière générale. Elle est large ta question aussi. Je vais essayer de te faire une réponse adaptée. Déjà, je pense que comme toi, tu souligneras que c'est important. On en avait déjà parlé de placer le mot trauma dans ce que c'est réellement. Moi, je le vois un peu comme, tu sais, on aime bien l'étiologie. Je sais que par exemple, schizo, c'est une coupure et frêne, c'est pensée. Donc on a une coupure de la pensée. On peut dire que le trauma, c'est une forme un peu de schizophrénie presque, hein. C'est qu'il y a un moment où il y a une rupture de la pensée et il y a une dissonance cognitive, quoi, si on peut dire, une confusion, une dissociation, quoi, comme si on se regarde derrière la caméra, tu vois, ce truc de spectateur un peu. Donc je dirais que le trauma, c'est simplement une rupture de lien fonctionnel entre l'esprit et le corps. Donc, ce qui fait ce lien, c'est la conscience. Et donc, la douleur chronique, c'est un état de conscience altéré, en fait, comme si on était sous drogue. Donc, Hmm. on devient presque addict à la douleur. Il y a un côté un peu maso, d'ailleurs, que tu retrouves chez les gens qui souffrent de douleur chronique en pensant qu'ils méritent leur mal un peu. Hmm. Et qui, ce côté un peu perte de confiance en soi. Ils comprennent pas que ça leur appartient pas vraiment, que c'est un mécanisme de protection lié justement à la survie et donc aussi à l'environnement social. Pas Hmm. que, mais en tout cas, c'est cette même partie, parce que de toute façon, ça tu l'as bien compris, on est des êtres grégaires faits pour être en tribu, en civilisation. Tu vois ce que je veux dire? Pas en civilisation, en coopération. Voilà. On est Ouais. des êtres coopératifs, on n'est pas des êtres faits pour se combattre les uns les autres, en tout cas, à la base. C'est pour ça on a le langage d'ailleurs, contrairement aux animaux. C'est ce qui nous différencie plutôt des animaux plus que notre intelligence même. C'est le langage, en fait, hein. Hmm. Et, euh, et vraiment, le trauma, je dirais vraiment que c'est un peu comme si l'humain, il a oublié que c'est un humain. Il a plus conscience que c'est un humain et la conscience de ce qu'il est, tu vois. Hmm. Que, J'ai l'impression ici que on partage, au-delà de notre expérience en fait, on partage une même passion finalement pour l'exploration de la conscience et la connaissance du traumatisme en fait n'est pas est vraiment indissociable de cette connaissance et de cette compréhension de la conscience humaine. exactement, c'est certain, c'est certain. C'est là que tu te rends compte que, comme il disait Bruce Lipton, très bien, il disait Matrix, c'est pas un film, c'est un documentaire. Exactement. Disons, on parle tout le temps du placebo, mais qu'en est-il du nocebo? Hmm. Et Bruce Lipton, il te disait, le gène ne s'exprime que par l'environnement, et ça, tu peux le revérifier. J'ai sorti un livre comme toi sur Amazon, donc je vous invite à acheter nos livres, hein, je fais la petite pub sur Amazon. Oui, je mettrai, j'intégrerai les liens et tout. Et Bruce Lipton, ouais, je te disais, donc si tu regardes encore plus loin, dans ce qui est génétique, tu le vois qu'on a un matériel génétique commun avec les espèces assez reconnues par rapport aux singes, justement, etc. On peut aller encore plus loin. On peut aller aussi dans le gène de la queue du singe, par exemple. Tu vois, quand il Hmm. sait que non, là, le gène pour avoir la queue d'un singe, comme Sangoku dans Dragon Ball Z, par exemple. Et quand il s'active ce gène, on a la spina bifida qui est Frida Kahlo qui est décédée, par exemple. Et aussi, on a tout le matériel génétique nécessaires pour avoir des glandes à venin. C'est un truc de Hmm. fou, en fait. Ouais. Donc on voit que le gène, il est là, les gènes, ils sont là, mais c'est les protéines qui vont choisir de dérouler ou non, d'expressionner, de faire une expression ou pas, de tel gène ou de telle manière. Donc il y a une histoire de concurrence, de compétition par rapport à la meilleure adaptation. Et donc cette adaptation va dépendre, comme toujours, de l'environnement et la sociabilité, les codes sociaux.
font partie de l'environnement. Et comme il le disait aussi bien, c'était David Berceli, justement qui a beaucoup étudié Peter Levine aussi, je pense que c'est un peu la Oui, même team, et pour le qui dire. a créé le TRE, Ouais, que je pense qu'on j'utilise peut le beaucoup. dire. Qui te disait que c'était mal vu en société de trembler, pas d'avoir des mouvements incontrôlés, alors que les animaux, ils se permettent d'avoir ces tremblements pour justement se libérer d'un trauma et d'un stress. Mm, Et nous, on a perdu cette capacité primitive de se dire le danger est passé. Donc les animaux, vu qu'ils ont moins de codes sociaux, ils ont moins de codes sociaux, ils ont moins de pression sociale, on les a pas conditionnés à ne pas écouter leurs émotions, et donc forcément, ils sont plus résistants. Et mm, forcément, ils peuvent surmonter un trauma beaucoup plus facilement qu'un humain. L'humain, mm, comme il est plus complexe, il réfléchit plus, donc il a des algorithmes qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de chances d'être, de bugger en fait. Parce que, comme je disais, comme il le dit, c'est pas moi qui le dis, c'était Greg Braden, il disait que l'homme, c'est une complexité irréductible. C'est-à-dire que c'est tellement complexe, et donc c'est super optimisé, hein, mais il suffit qu'il y ait un grain de sable dans la machine pour que ça se casse la gueule, mais à une puissance folle, tu vois. d'accord. Donc, Alors là, tout est complexe, tu, tout est fragile. mm, il me semble que là, il y a deux idées en fait qui ont été exprimées dans ce que tu viens de dire. Euh, L'une d'elles, la première, c'était finalement, est-ce que finalement on serait pas métamorphe en fait? Métamorphe, c'est-à-dire, tu entends quoi par là? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'aurait pas une capacité de changer de forme? Moi, je dirais plus qu'on est des hybrides mammifères-microbes. Sur le plan, euh, sur le plan biologique, après, je dirais de manière un peu plus subtile, ça rejoint un peu ce que tu dis de toute façon. Je dirais qu'on est tous l'artisan de notre propre cerveau. Je dirais ça plutôt comme ça. Hmm, Mais si tu veux l'entendre, tu vois, hmm. c'est peut-être ça que tu voulais, Oui, peut-être l'idée de tout enfant. ce que je voulais exprimer, c'est que comme en fait l'expression des gènes se fait en interaction avec l'environnement, Mhm. est-ce que finalement, si l'environnement changeait, en fait, on pourrait pas aussi changer de forme? Mhm. Dans une certaine mesure, j'imagine. Hmm, Une certaine mesure, j'imagine. Ouais. Après, il y a quand même des facteurs héréditaires, malgré tout. On est limité aussi par notre bagage génétique, malgré tout. hmm. Une Est-ce que base tu- culturelle et une est- base fonctionnelle, quoi. Une hmm. suite fonctionnelle. Et est-ce que la psyché interviendrait pas justement dans l'expression de cette transmission génétique, dans Certain, l'expression des gènes? c'est certain. Ça, c'est même, il n'y a pas de doute. C'est la psycho-neuro-endo-immunologie, de toute façon. Hmm. Mais Ouais, de c'est certain. Bruce Lipton, d'ailleurs. Je sais plus c'est de qui, je sais plus c'est Ah de non, qui. enfin, en tout cas, Bruce Lipton en parle beaucoup. Ah, Je c'est sais plus. possible, Ouais. certainement. Mais je crois, je sais plus. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages encore dessus. Pas assez, en tout cas, à mon goût. Mais, Mais mais, mais moi, pourtant, j'aime pas le mot psycho. J'aime pas le mot psycho. Pour moi, ça n'existe pas. J'aime pas le mot psycho. Je préfère émotion, émotionnel. C'est que la pensée, c'est quelque chose que tu penses t'appartenir un peu. J'ai pas l'impression que la pensée nous appartient. La pensée, elle régule de signaux qu'on hmm, reçoit et on fait un assemblage. Et après, on dit, tiens, je pense ça. Mais non, tu penses pas ça. C'est que tu as comparé la mémoire. Tu as fait la mémoire comparée de l'hippocampe. Qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais pas? Ah, c'est peut-être ça, c'est sûrement ça. Prédiction, qu'est-ce qui va se passer? C'est bien, c'est pas bien. C'est ça la pensée. C'est ouais. qu'on pense au futur avec des souvenirs anticipés. Et ça, il y a peu de gens qui le comprennent, et notamment les médecins. C'est que Hmm, si le cerveau a que l'habitude de souffrance, 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 c'est normal qu'il a peur d'avoir mal, puisqu'il connaît que ça. Donc il faut casser ce message de douleur, mais le casser seulement va pas suffire. Il faut surtout le remplacer hmm. par une expérience cognitive émotionnelle. Alors moi, Pour- je suis assez d'accord avec ça, le fait que finalement la pensée ce soit juste un appendice surnuméraire, c'est-à-dire quelque chose qui se forme pour remplir un espace pseudo-vide, c'est-à-dire en réalité qui n'est pas vide. Parce que quand on se concentre sur la sensitivité du corps, donc la sensation globale du corps, qui comprend l'émotion, la pensée s'arrête ou n'a pas de valeur. On s'en rend compte en fait par la pratique. La pensée, ouais, la pensée, c'est le corps, le cerveau est jamais au repos. Il est jamais au repos. Même quand il dort, il continue à il fait son truc. Il continue à bosser tout le temps, 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 tout le temps. Il n'y a jamais de pause, tu vois. Et le seul moment où il change de fonctionnement, c'est quand il dort.
mm, Parce que le sommeil est un état de conscience altéré, donc on peut dire que le sommeil, c'est déjà une drogue. Je suis désolé, on peut le dire, le sommeil, c'est déjà une drogue. C'est que les ondes du cerveau, elles changent et, euh, et quand je prends de l'ayahuasca, par exemple, ou un psychédélique, bah, je vais avoir des ondes du cerveau qui vont changer et mes ondes, elles vont changer comme si je dors, mais je dors pas. Et c'est pour ça que j'ai des visions et que j'ai conscience des visions que je peux avoir, tu vois. Donc le sommeil est un médicament. mm, Et ça, on le répétera jamais assez, mais le rêve, il est coloré, etc., pour susciter des émotions en nous, et que c'est ces émotions qui soignent. C'est que le rêve est un lieu de résolution de conflits, tu vois. Et le trauma, on peut le résumer comme ça aussi, c'est un conflit non résolu en attente de solution. Ouais, mm. Et bah alors on part tout de suite là sur des choses assez euh, complexes et raffinées, donc comme souvent, et enfin comme la plupart du temps avec toi dans nos discussions. Mais en fait, ça fait pas si longtemps que ça que tu étudies justement le trauma, le corps, etc. Enfin, il me semble, ça fait quelques années que tu es fasciathérapeute, mais on Mm, dirait que mm. tu as fait ça toute ta vie, mais c'est pas le cas. Non, ça fait 6 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Moi, j'ai des soucis de santé, tu sais, j'ai des soucis de dos et de hanche, et j'ai fini aux urgences 2 fois pour mon cou, parce qu'après, on sait que tu t'adaptes, si tu as une mauvaise posture, tu as une déformation de posture, en fait, quand il y a une douleur chronique à force, puisque Hmm, membres qui ne sont plus perçus correctement. Donc, je suis passé de patient pendant 2 ans, j'ai fait le shopping, je te dis. J'ai vu 38 ostéos, j'ai vu 2 chiropracteurs, des neurologues, chirurgiens, ostéopathe Tony Parker, ostéopathe de l'équipe de France de foot, chirurgien du PSG. Je fais le tour, je même été en Belgique, enfin, tu vois, je fais le tour. Et au bout d'un moment, tu vois qu'on arrive vite à des non-réponses, c'est comme ça, à de la standardisation, à pas d'investigation, et à des gens qui ne palpent même pas, ou qui palpent de manière très superficielle et qui vont pas avoir cette compréhension que la douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire. C'est pas parce que je te dis que ça va, tu le sais toi que ça va pas. Donc c'est pas en essayant de, il faut, moi quand j'ai des gens, je leur dis tout le temps, gardez la tête froide. Il faut pas dire la douleur non non, il faut pas faire du déni, mais il faut comprendre. Et donc il faut comprendre pour pouvoir résoudre. Et il y a un message insidieux dans dans quasiment tous les corps professionnels de santé. On a ou ceux qui sont de bonne foi mais qui n'ont pas les connaissances, ou alors on a ceux qui n'ont pas les connaissances, enfin, on a ceux qui sont de mauvaise foi, qui font que ce qu'ils savent faire parce qu'ils savent le faire, on leur a appris comme ça, ils vont pas plus loin, et on soignera personne avec du standard. La sournoiserie de ce système médical et pharmaceutique, il faut le dire, hein, c'est de faire croire que c'est le mauvais patient, que c'est le patient complexe. Mais en fait, des patients complexes et des mauvais patients, c'est 1 sur 5 dans le monde. Donc ça commence à faire beaucoup de cas complexes. Parce hmm, que la douleur chronique, le taux de guérison, il est de 0% dans le monde. Et on parle de 1 adulte sur 5 dans le monde. hmm, Et 2 tiers n'est pas soulagé par son traitement antalgique. 2 tiers, ce qui est énorme. Et un médecin généraliste, sur ses 8 ans d'études, il a étudié la douleur 48 heures ou 92 heures, un truc comme ça, c'est bidon. hmm. Et Alors que ça le trauma encore moins. Hmm. Et le trauma encore moins. Et le trauma encore moins. Alors là, je te parle vraiment juste physiologie, fibre A delta, fibre C, juste le plan nerveux, hein. Alors Hmm, c'est sûr qu'il y a toute la dimension psychique, émotionnelle justement, et justement, il faut s'interroger par rapport aux modèles animaux parce qu'éthiquement, on ne peut pas faire assez d'études sur les humains, il semblerait. C'est mieux de torturer des singes, des fois, comme si c'était mieux, ou des rats, tu vois, comme si c'était mieux, hmm. tu vois. Mais, euh, mais Et donc toi du coup, Raphaël, t'es passé de cet état justement de patient et puis patient relativement abandonné par la connaissance et la compétence à chercheur finalement, c'est ça? exactement, je suis passé c'est assez drôle, hein. Des fois j'aime en rire parce que c'est assez drôle. Je suis passé de c'est dans la tête à je suis passé 2 ans après, je suis publié dans une revue scientifique dans laquelle il y a l'INSERM et le CNRS et tout. Je suis passé de ça. Donc c'est dans la tête, d'accord, je suis fou. J'ai étudié de mon côté en disant je suis fou, peut-être je suis fou après tout. Tu vois, l'intelligence que j'ai eue à ce moment-là, je suis fou, je veux comprendre, peut-être je suis fou, et c'est vrai, hein. Et j'ai regardé, j'ai fait mon puzzle, tac, 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 j'ai fait mon livre, j'ai dit, ah, il passe à côté de ça, il passe à côté de ça, il passe à côté de ça, il passe à côté de ça. Il passe à côté de tellement de choses qu'on peut que faire mieux. Et ce Hmm, qui est certain, c'est que les médicaments du futur, c'est et les drogues psychédéliques pour nous mettre en état de conscience altéré, c'est
les exercices physiques mais adaptés. Donc il y a un vrai problème parce qu'il n'y a pas de modèle en fait par rapport à la gravité terrestre, la tenségrité biologique. Donc le problème majeur il est là, hein, c'est qu'il n'y a pas de modèle en fait euh, de tension. Et les hormones c'est déjà un problème de tension et la douleur c'est un problème d'hormones et donc de tension. Qui dit hormone dit tension, hein, tu vois. Ouais. Et vraiment sur les problèmes de modèle, il n'y a pas de modèle. Voilà, ça c'est déjà le truc. On n'a pas de modèle. C'est chacun prêche pour son école. Là c'est comme ça. Moi ma méthode machin elle dit ça, toi ta méthode machin elle dit ça. Personne se retrouve. Et on est sur une guerre d'ego, des sectes médicales partisanes, et on préfère opérer alors que c'est un problème de fonction, plus qu'un Hmm. problème de structure, Hmm. Et quel que soit. donc en 2 ans, tu es passé de l'état de patient non connaissant, c'est dans la tête, tu n'avais Mm. jamais fait voilà, Ah de ouais, biologie ou d'études médicales auparavant, à non. publication dans des Mm. revues scientifiques. Ouais, c'est ça, exactement. Et Ah, c'est à du cause coup, des docteurs. C'est-à-dire c'est que des docteurs au-dessus, hein. Il n'y a personne d'autre, hein. Il n'y a que ouais, des docteurs. Donc c'est quand même pas rien. ouais, c'est pas rien. Et, et du coup, tu as dû avoir beaucoup de sang-froid, comme tu le conseilles toi-même, en fait, à tes patients, d'avoir du sang-froid. Tu as dû avoir beaucoup de sang-froid euh, pour entamer ces recherches, surtout creuser et faire un certain nombre de déductions que beaucoup ne font pas. Euh, Est-ce que ce sang-froid-là te vient de quelque part? Je pense qu'il me vient un peu de mon expérience de vie. Après, je pense que j'ai souvent été confronté avec des choix où j'ai dû réagir et que souvent tu sais, bon, je suis métaphorique, hein, mais c'est tuer ou mourir, marche ou crève, quoi. Donc, au bout Hmm. d'un moment, si tu le fais pas, personne va le faire. Donc, je pense que, et mon père, après, c'est con, hein, du truc con. Mon père, quand j'étais petit, il me disait tout le temps, ouais, des fois, il faut pas réfléchir, il faut y aller. Tu vois, tu Hmm. réfléchis après. Dès tu sautes et tu réfléchis après. Tu sais, sur le Ouais, plongeon de la piscine, tu vois. Et donc, quand tu sautes, quand t'es en l'air, tu dis, ah, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée, mais une fois que tu arrives en bas, t'es content. Donc, je pense ouais. qu'il faut pas non plus, il faut se laisser le droit de l'erreur. Voilà, je pense que c'est ça. Il faut se laisser le droit de l'erreur, le droit de l'essai. Essai-erreur, essai-erreur. On Hmm. essaye, on erreur, c'est pas grave, on apprend, on essaye autre chose. Donc tant qu'on n'essaye pas, on sait pas. Et là où c'est problématique, c'est quand il n'y a plus d'essais. Le problème, c'est pas l'erreur, c'est le manque d'essais. Donc il faut répéter autant d'essais jusqu'à ce que on puisse faire intégrer une nouvelle information au système nerveux. Tu vois. Donc la répétition, la discipline. Notamment, il n'y a D'accord. pas d'amour à avoir, c'est l'amour pour soi. Hmm. Et donc, pendant ces 2 ans, finalement, t'as plongé à corps perdu sans te poser de questions, quoi. Ouais, c'est ça. Je fais que ça, je me rappelle de rien d'autre de toute façon, du matin au soir. Hmm. Et qu'est-ce Du que matin, qu'est-ce que tu cherchais finalement là-dedans? chercher à comprendre, tout simplement. Chercher à comprendre que c'est pas possible. Moi, je sais que, tu vois, je suis très croyant, tu le sais. Je sais que la nature, elle est parfaite. Et je sais que c'est pas en. Comment il s'appelle? Ça fait Tu sais, penser à Steele, ça, à Andrew Jensen, Taylor Steele. Thierry Jensen, il disait c'est pas en découpant la matière en plein de petits morceaux qu'on va comprendre ce que c'est la vie. C'est qu'il faut Hmm. avoir une vision d'ensemble. Et je suis sûr que la nature, elle est beaucoup plus puissante que ce qu'ils veulent nous faire croire. Qu'elle a une capacité de régénération folle. Et que si tu peux te niquer, tu peux forcément te. Le corps, s'il peut s'auto-détruire, il a tout pour s'auto-régénérer. C'est une certitude absolue. Il n'y a même pas à tergiverser. Hmm. Il n'y a pas à tergiverser. Et si tu regardes, je suis beaucoup en ce moment sur tout ce qui est euh, technologique, l'interface cerveau-machine qu'ils essayent de mettre en place. Je suis beaucoup sur ces trucs-là, je regarde beaucoup ce qu'ils font. Et tu vois qu'au niveau biocompatibilité, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on n'est pas fait pour avoir du artificiel, c'est de la merde. Forcément, la puce, elle va sortir de ton cerveau, il va y avoir du tissu cicatriciel. On n'est pas fait pour être une interface cerveau-machine. On est fait pour être une machine fonctionnelle. Et on est beaucoup plus flexible en termes de fonction que ce qu'ils veulent nous faire croire. Parce que le cerveau, il n'est pas statique, il est plastique. Il peut s'adapter. Il est plastique. Et il y a même une plasticité musculaire. Donc la plasticité, elle est musculaire. On est beaucoup plus adaptable à Hmm. notre environnement que ça, quoi. Alors justement, mon intuition là-dessus, c'est que euh, ça pourrait marcher dans la mesure où, à mon sens, on est dans un univers qui est quantifié et donc quantifiable. Et donc, nous sommes quantifiés et quantifiables. Mais, cependant, il me semble que le niveau de connaissance est beaucoup trop faible pour tenter avec succès ce genre d'opération. Mais quand je dis beaucoup trop faible,
C'est vraiment beaucoup trop faible. Qu'est-ce que tu entends par là? Par niveau de connaissance, bah, justement, cette organicité, en fait, qu'on est en réalité, n'est pas aujourd'hui captée, compris, intégrée par la science en général. Et donc, les conclusions qui sont faites et sur lesquelles finalement on se gargarise d'être une société évoluée, ne sont vraiment pas à la hauteur de, en même temps, la complexité, la rationalité et la simplicité du vivant, en fait. Hmm. Je vois un peu de ce que tu veux dire. Je vois un peu ce que tu veux dire dans le fond. Et que, il y a un manque de sagesse, quoi. On peut le dire comme ça. Tout à fait, on peut le résumer comme Et ça. dans sa personne parle comme ça. Il a raison quand il dit ça. C'est qu'il faut, s'il n'y a pas de sagesse dans la science, ça va pas. Et Aurélien Barraud, que j'aime beaucoup aussi, en tout cas pour ce qui est astro, il te dit on fait partie du système que nous étudions. Donc il y a toujours un paradigme qui va renverser le paradigme précédent. Tout Donc à tant fait. qu'on n'est pas prêt à imaginer il y a un monde invisible alors que nos yeux nous mentent, là il y a des protons, il y a des neutrons, les atomes, c'est le bordel, là ça n'existe même pas, tout ça, je suis dans un hologramme, Mm, tu vois. Donc la matière, c'est déjà une illusion, donc on est déjà dans une réalité virtuelle, et le cerveau, c'est déjà lui le processeur, quoi. C'est que les mm, sons que j'entends, c'est mon cerveau qui les fait. L'image que je vois, mon cerveau, elle est à l'envers, il la remet à l'endroit. Et les couleurs n'existent pas vraiment. Les couleurs, c'est des ondes. C'est des ondes qui se réfléchissent. Donc les couleurs, ça n'existe pas. C'est des ondes mm. qui sont réfléchies. Ouais. Et le cerveau dit que Et, ça, c'est une couleur. et d'ailleurs, le parallèle en science, dans les, comment dire, spiritualités initiatiques, dans les processus initiatiques, on dit qu'on avance de vérité en vérité. Et que la vérité en particulier n'est pas atteignable, mais on avance de vérité en vérité. Je suis d'accord avec ça. Mm. Je suis d'accord avec ça. Et la première, et une citation que j'aime bien, parce que j'aime bien les citations. L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on fait quand on sait, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Tu Mm. vois, tu vois. Ça, j'adore. Ouais. Ben, justement, tu parlais de tout à l'heure d'Aberkan et j'ai beaucoup aimé dans une de ses conférences où il parlait d'intelligence fluide. Peut-être que la véritable intelligence, finalement, c'était la fluidité, la capacité d'adaptation. Hmm. Et Certainement, ouais. Certainement, ouais. Après, tu vois, c'est tout ça qui est toujours un peu dingue. C'est que dès que tu as des gens qui sont un peu atypiques et qui sont un peu hors normes, alors que ils sont quand même doués et, euh, et on est dans un monde où on reconnaît pas assez, je trouve, les choses, les gens qui ont réellement quelque chose à apporter. En France, on a beaucoup de gens brillants qu'on met pas assez en avant. Je parle pas que de moi, je parle de vraiment, t'as des super chercheurs, t'as René Bourdiol, Henri Jaricot, des mecs qui ont fait les bases, si tu veux, qui a inventé justement la dermagie de Jaricot, on lui doit son nom, hein. mm, Au niveau, tu vois, c'était un médecin acupuncteur, donc il a eu cette ouverture d'esprit, de voir que la peau, la sensibilité cutanée, donc c'est des trucs que tu vas retrouver que vraiment dans des trucs de niche de la médecine. Et pourtant, c'était super précis pour l'époque, tu vois. Et, euh, et, euh, Et par exemple, voilà quoi, moi, tu as des médecins qui me prenaient pour un con. Et à côté de ça, quand mes articles sont sortis, t'as la professeure Henri Joyeux qui m'a envoyé un mail en me disant qu'il a été super impressionné. T'as Thierry Jensen qui m'a dit bravo. T'as t'as Idrissa Berkane qui m'a dit merci aussi, parce que je l'avais mis dans les remerciements dedans, parce que lui aussi m'avait encouragé à l'époque, tu vois. Et, mais pour te dire que voilà, on n'est pas plus con que les médecins, ça c'est sûr. On n'est pas plus con que les médecins. C'est pas parce que j'ai pas un bac plus 8 que je suis con. Et je sais que quand je suis arrivé là dans le sud et que j'ai emménagé ici, j'avais acheté un livre qui s'appelait Grand manuel de réflexothérapie. mhm, C'était aux éditions Juno, du docteur Malafosse. Et je te jure, quand ce livre je l'ai eu, je pensais que ça allait être le dernier livre que j'achète sur le sujet, du cerveau et tout, de l'anatomie. Parce que je comprenais rien. J'ai dit là, je vais au-dessus de ce que je comprends, ça y est, je vais rien comprendre. Et 2 ans après, à force de faire ça, c'est ce même mec qui m'invite à publier dans une revue dont il dirige la section. T'imagines, mhm, 2 ans après, en 2 ans, le mec que je pense qui est au-dessus, même lui, normalement, il y a un comité de lecture quand tu publies un article scientifique. Et tellement ce que j'ai fait, c'était hors norme, ils n'ont pas pu le passer dans le comité. Il n'y a personne qui a pu juger de la viabilité du modèle. T'avais Tellement pas de c'est reviewer. tellement c'est hors norme.
Et Donc je t'as suis été passé, publié quand même? ouais, j'ai été publié, mais ça a été dur, hein. J'ai failli pas passer, hein. J'ai Hmm, failli pas passer. Parce hmm, que, parce que j'ai pas de référence. Je suis ma hmm, propre référence. Donc voilà. Mais tu fais la différence entre un médecin ou un professionnel de santé qui est payé au rendement, qui est payé pour vomir ce qu'il a appris, et tu fais la différence entre moi qui a passé, que je peux pas m'asseoir sur une chaise depuis 6 ans, et que les 6 ans que j'ai passé à pas m'asseoir, c'est du temps que j'ai passé à visualiser dans ma tête des modèles, etc. Tu vois? hmm, hmm. Je sais pas si tu as vu un peu le jeu de la dame, tu vois, quand elle visualise comme ça, Je l'ai les pas choses vu. comme ça. Non, C'est je un l'ai peu pas ce vu. genre-là. C'est un peu ce genre-là que je Ouais. suis. Ouais. Donc, finalement, tu es un peu un mystique de la science, en fait, hein. Tu connais Paul Feyerabend un peu. Non. Paul Feyerabend qui te dit justement que toute découverte scientifique, elle a un caractère, elle est inspirée soit par le religieux, soit par le mystique. Et Ouais, Paul Feyerabend, c'était un chercheur en sciences de Harvard, en d'accord. philosophie, Bah, depuis la science. Idriss Aberkan aussi a fait une sortie dans une de ses vidéos en soutenant cette thèse. Ils ont raison, ils ont raison, Ouais, ils ont raison, je pense aussi. ils ont raison. Et du coup, du coup, qu'est-ce que tu as découvert en fait dans ces 2 ans? Alors, bien sûr, on a entendu, tu nous as parlé de beaucoup de choses jusqu'à maintenant, mais pour toi, en fait, qu'est-ce que tu retiens de ces années d'études aujourd'hui et de compréhension? Je retiens que le temps de diagnostic, il est beaucoup trop long, si ce n'est nul en fait. Il n'est pas trop long, il est catastrophique, il est nul, il est lamentable, il est inexcusable. Pour diagnostiquer une pubalgie, un déséquilibre musculaire dans le bassin, c'est entre 6 semaines et 5 ans. Moi, je suis pas médecin, je suis pas kiné, en 15 minutes, je le fais. En 15 minutes, je le fais. Tu vois. Pour diagnostiquer un déséquilibre du système nerveux, une dystonie, ils vont mettre 9 ans en moyenne. Moi, en un mois ou deux, je vais déjà commencer à me dire, ah, peut-être il y a un truc qui va pas. Mm, Parce qu'il faut aller vite. Parce qu'il laisse trop la douleur s'installer. Donc au lieu de, tu vois, c'est que la douleur, si elle s'installe au bout de 3 mois, tu sais que la biochimie du cerveau, elle change. Et donc tu vas passer tout de suite en sensibilisation centrale. Tu vas risquer de favoriser des anomalies dans le tendon, dans le cerveau, que plus tu vas vite, plus tu vas récupérer. Parce mm, que tu vas être moins sur la réserve. Et la réserve cognitive, tu vois. mm. Oui, Donc le temps est trop long. Le temps est trop long. Donc déjà un problème de délai, problème de diagnostic. Donc au lieu de passer, le premier réflexe qu'ils ont quand il y a une douleur, c'est de faire une imagerie, un scanner, une radio, une IRM. Oh, je me rassure. Rassurer de quoi? La douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire. On pourrait trouver une hernie discale, ça n'expliquerait pas la douleur. On pourrait retrouver de l'arthrose, ça n'expliquerait pas la douleur. C'est pas l'arthrose qui fait mal, c'est l'inflammation autour, d'accord? Le cartilage, il n'y a pas de nerf. Donc, le cartilage du dos ou de la hanche, il n'y a pas de nerf, il n'est pas énervé. Donc il est insensible à la pression. Techniquement, il ne peut pas être douloureux. Donc déjà, l'imagerie, zéro. Radio, elle est en 2D, tu es en 3D. Le mouvement, il y a des positions de déclenchement à la douleur, donc c'est que certains mouvements qui font mal, donc c'est les muscles le problème. Et les muscles, bah, il y en a beaucoup. Chaque muscle peut avoir plusieurs points trigger. Si je te palpe pas, je sais pas où. Et le point trigger fait partie du tableau clinique, mais n'est pas le problème. C'est Mm, que on est sur on est sur l'étiologie, sur la cause de la cause. Donc le premier des trucs à comprendre, c'est que déjà, vu qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle, je t'ai dit, il n'y a pas de modèle de tenségrité biologique, donc forcément, il n'y a pas d'étiologie qui va avec. Donc c'est étrange, c'est toujours très étrange. Et C'est que moi, les études, s'il n'y a pas de modèle, Raphaël, est-ce que s'il n'y a pas de modèle, le temps de diagnostic est pas du coup long parce que justement il n'y a pas de il y a pas modèle? de... on sait pas ce qu'on cherche, on sait pas ce qu'on cherche. On cherche une douleur, mais qui ne se voit pas. C'est ça. Alors que la douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire. Et que, forcément, il faut une étiologie. Et vu que la douleur, elle est plus fonctionnelle que structurelle, parce que c'est fonctionnel, la douleur chronique, c'est pas, je suis pas né avec des douleurs, c'est Mm, fonctionnel, ouais. tu vois. Et du coup, Euh, est-ce que ce modèle, est-ce que toi tu as progressé vers un modèle? j'ai essayé en tout cas, c'est ce que j'ai fait dans mes articles, j'ai essayé de faire justement macro-micro. J'ai essayé de faire un modèle, voilà, montrer qu'on peut faire aussi bien du musculo-squelettique sur ce modèle que du cellulaire et que si ça merde en cellulaire, forcément ça merde en musculo-squelettique et vice-versa, quoi. Qu'on est sur Mm, des modèles, tu vois, la matière, faut la casser à un moment donné. C'est que tout résonne. Tout mm, résonne, tout vibre, tout est énergie, voilà. mm. Ça c'est Et sûr. donc tu poursuis ce modèle? Ouais, bien sûr, mais je le poursuis, mais il est incomplet. Là, ce que je vais faire, je vais essayer d'écrire un article cette année, là, je vais essayer de le publier cette année. Je vais essayer de faire une fusion entre le modèle de la tenségrité biologique et celui-là de la potentialisation à long terme, c'est-à-dire au niveau du système nerveux. C'est qu'il faut quand même intégrer le système nerveux dedans. Et pareil, il faut mettre un modèle. Ou là, il faut faire, ou non, faut tester des modèles. Essai, erreur, essai, erreur. On essaye. Le modèle, il marche pas, mais
il faut un modèle, ça c'est certain, Hmm. tu vois. Et donc tu vas tester des modèles comme ça jusqu'à ce que tu trouves, en fait. Jusqu'à ce que vraiment ton modèle soit stable. Et... Bah, en tout cas, théoriquement, quoi. Là, pour le moment, c'est de la théorie, hein, tu vois. Mais en général, je me débrouille pour les rendre infaillibles. Je remonte le truc tellement de fois dans ma tête pour trouver les failles que je les trouve pas. Et quand je les trouve pas, je me dis, je peux pas faire mieux. Donc après, forcément, hein, il y a des trucs des trucs que je rate, hein, parce que je suis pas Dieu, hein, mais en tout cas, je vais au plus. Je cherche pas à le faire fonctionner à tout prix. S'il faut qu'il marche pas mon modèle, bah il marche pas. Mais en tout cas, j'essaye d'aller plus près de ce que je pensais être vrai. Et ce qui est Hmm. sûr, c'est que euh, c'est polyfactoriel. C'est-à-dire que pour guérir quelqu'un de n'importe quoi, c'est toujours polyfactoriel. Il faut passer par tous les canaux. Et quand je dis tous les canaux, c'est la mémoire. Parce que la mémoire, c'est la seule chose qui unifie tout le processus. Et l'homme n'est pas une chose, mais un putain de processus, en fait. Donc la mémoire, c'est tout. Tu peux avoir la meilleure, la plus puissante force de traitement de calcul. Si t'as pas la mémoire qui unifie le système, tout se casse la gueule. Donc la mémoire, c'est limite le modèle à lui tout seul. On peut le dire, la mémoire, c'est le modèle humain entier. Tu Hmm. vois. Et quand je dis mémoire, Alors, c'est je vais poser une c'est question tout. ingénue, mais si, du coup, si la mémoire est le point central, en tout cas, unifie tout, pourquoi tu fais pas de la psy? parce que euh, parce que c'est pas assez puissant émotionnellement, parce que la psy elle casse pas assez l'ego, parce que c'est incomplet. Donc c'est pas inutile hein, d'avoir une psychothérapie en parallèle ou une écoute empathique par exemple ou moi à partir du moment où je fais fonctionner ma créativité, je sais que je vais avoir un résultat. Je sais pas comment te dire, je sais pas comment expliquer simplement. Si je fais de la course à pied, je vais faire travailler mon hippocampe et je vais faire travailler ma mémoire. Si je fais de la psychothérapie, ça va éveiller des souvenirs en moi. Je vais activer mes neurones lieux du déplacement et je vais faire travailler mon hippocampe. Donc on peut arriver de différentes manières au même point. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que le mouvement lui-même qui permet d'intégrer des nouveaux neurones. Il n'y a que le mouvement lui-même qui nous rappelle qu'on est vivant. Donc il n'y a que le mouvement qui soigne. Ça, c'est sûr. C'est que si je crée Hmm. mes nouveaux neurones par n'importe quel autre moyen, que ce soit des drogues, hein, parce que l'ayahuasca participe à la neurogénèse, la psilocybine aussi, on en a déjà parlé avec le protocole Paul Stamets, là, c'est ça, Ça m'aide, fait ouais. des nouveaux neurones, tu vois. Mais si je les incorpore pas dans le circuit par le mouvement, c'est comme si j'ai rien fait. Et si même je fais mes exercices, mais que je ne dors pas, je consolide pas la mémoire et je renforce pas la synapse, qui répète l'expérience le soir quand je dors. Donc il est triple. C'est que c'est le mouvement, le sommeil et tout le reste de la créativité et du soutien du système immunitaire, c'est-à-dire de l'art, de la musique, du sexe, du rire, du plaisir, parce qu'il faut avoir du plaisir pour apprendre, et, euh, et, euh, et pourquoi pas de la psychothérapie, mais moi je préfère l'écoute empathique, tu vois. Je préfère l'écoute empathique, je trouve ça plus intéressant Hmm. d'écouter les gens. Je dis c'est pas ça parce que je te connais, hein. Je l'ai même pas corrélé avec ce que j'ai lu justement sur les neurones miroirs. Ouais. C'est que les neurones miroirs, en vrai, quand tu écoutes quelqu'un, tu as une écoute empathique, quelqu'un t'écoute avec empathie, ça réveille ta propre empathie. Et, et comme ça, et parce que les neurones miroirs, c'est les mêmes neurones qui codent l'action, qui la réalisent. C'est-à-dire que les neurones miroirs, c'est le langage, mais c'est aussi eux qui s'activent quand je vais être ému par une œuvre d'art, quand je vais écouter une musique. Si je te vois avoir mal, je vais avoir mal. Aïe, comme si c'est moi qui avais vraiment mal. Quand je suis dégoûté, quand j'ai l'intention de faire un mouvement mais que je le fais pas, c'est eux qui s'allument. Quand je fais mon mouvement, c'est eux qui s'allument. Quand je te vois faire un mouvement ou que je joue à un jeu vidéo avec quelqu'un qui fait un mouvement, c'est eux qui s'allument. Donc les neurones miroirs, c'est vraiment notre reflet avec le monde, tu Hmm. vois. Et Ah donc le bah, monde est un reflet. ça, effectivement, comme tu le dis, moi je pratique beaucoup l'écoute empathique. En tout cas, pour moi, c'est un socle de départ. Et puis, effectivement, je vois qu'il n'y a pas que ça, il y a toute la remise en mouvement de la personne. Et c'est une remise en mouvement qui passe aussi par effectivement la recherche de plaisir, avoir un but aussi, être intégré dans la société. On parlait de cette dimension aussi sociale déterminante au début de notre entretien. Euh, et voilà, donc tout ça, en fait, effectivement, c'est une remise en mouvement dans un contexte, retrouver un accord, une fluidité à l'intérieur de ça, et donc aussi finalement une intelligence, en fait, là-dedans. Alors effectivement, pour Énormément. moi, dans le processus que j'observe, ça commence par l'écoute empathique. Mm. Et je trouve que ça serait déjà le minimum syndical, j'ai envie de Ouais. dire.
Ça c'est serait ça, même pas être compétent, ça serait le minimum le syndical. minimum syndical, Et effectivement. encore, hein, on est très gentil, hein. Ouais, On est gentil, on est tu vois. gentil, on est Parce que toi, gentil. tu es ostéopathe de formation, c'est ça. Oui, alors moi je suis ostéopathe et quand je suis rentré dans ces études-là, j'étais aussi comment dire traumatisé à ma façon, mais comme il faut quand même, hein. Et donc j'étais aussi en recherche de solutions. Et ce manque d'écoute même à l'intérieur de cet apprentissage-là, de ce corps d'apprentissage, m'avait énormément marqué. Parce qu'en fait on répétait des techniques, des connaissances, tout ça était très intéressant. Il y avait aussi comment beaucoup de sagesse hein, dans la Bien transmission sûr, d'Andrew Taylor Steele. bien Mais sûr. par contre, l'écoute était à peu près de l'ordre de zéro. Il y avait voilà, beaucoup d'ego et de considération personnelle, mais très peu d'écoute empathique. Donc j'ai traversé ces études-là comme ça, en gardant mon mal et ma douleur finalement. Hmm. Moi, Donc, je serais un peu moins poli que toi. Je dirais, nique sa mère le protocole, tu vois. Je t'aime bien, hein, mais nique sa oui, mère le c'est protocole à un moment donné. Parce que, tu très vois, policé, pourtant le fondement historique même de l'ostéopathie nous invite à nous interroger nous-mêmes sur notre humanité et complètement. notre rapport avec les autres. Andrew Steele, on n'oublie pas que c'est sa famille qui est morte d'une méningite foudroyante et que tout le monde est mort et il a décidé justement de développer cette technique. Donc il n'y a que les gens malades. Les gens malades, c'est les meilleurs. Ça manque d'humilité pour moi, je devrais pas dire ça, mais les gens malades, c'est les meilleurs parce qu'ils sont directement concernés. Ça, c'est prouvé dans d'autres domaines, que quand les gens sont concernés, ils font le taf. Parce que c'est une histoire de vie ou de mort, c'est pas une histoire de culture ou d'économie. Et donc, Alors, forcément, pas la motivation, tu vois. Et je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vraiment quelque chose que je dis et que je porte. C'est que, et d'ailleurs, je pense qu'on sera d'accord pour dire que pour devenir grand, il faut devenir petit et que l'humilité, en fait, est quand même une vertu centrale dans l'évolution d'une personne. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je l'exprime au quotidien. Mais tu vois où je veux en venir. Où je veux en venir. C'est pas pour. Parce il y a des chercheurs brillants. Moi, j'ai beaucoup de références. Je lis tout le monde. J'aime tout. Je m'intéresse à tout et tout le monde. Mais aussi intelligents les mecs sont dans n'importe quel domaine, hein, les neurosciences, de ce que tu veux. Hein. Les mecs qui me dépassent. Hein. Il y a des mecs plus intelligents que moi dans leur domaine, c'est sûr. Hein. Moi, je suis zéro. Hein. Mais il y en a aucun qui va avoir justement cette humilité de regarder qu'est-ce que font les autres. Ils vont rester dans leur petite hyper spécialisation. Et Mm. forcément, tu vas te segmenter. Et plus tu es spécialisé, plus tu te limites à un paradigme qui peut-être n'est pas le bon. Et si c'était le bon, il n'y aurait pas de maladie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Sachant que, comme il le dit très bien notre ami Thierry de la secte des jus de fruits et du persil, la maladie n'existe pas. Mm. C'est qu'une expression pathologique. Et il a putain de raison. La Ouais. maladie n'existe pas. Et si tu regardes Thierry Jensen, il te dit la même chose, dans le sens où il te dit que la maladie sert à nous interroger et que le cancer, c'est des super cellules, des cellules qui reviennent à l'état embryonnaire. Donc c'est comme des méga cellules puissantes de régénération. Mais le problème, c'est que l'alarme, elle n'arrive pas à revenir à zéro toute seule. Mm. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est que le corps, il n'a pas de marche arrière. Il manque de, ça a un nom en plus. Il manque De de repères ducti. spatiaux-temporels en fait. Il manque de temporalité en se disant, ah, c'est bon, c'est fini là, stop la réponse immunitaire, c'est bon, c'est fini. Donc il faut mettre des repères dans le temps pour réintégrer une information. Et donc on peut voir ça aussi dans la tu sais, quand ils donnent les médicaments, la chronothérapie, la nutrition là, tu vois, par rapport D'accord, à chaque je connais pas la une heure chrononutrition. précise. Ouais, il y a ce truc-là. Je connais la chronobiologie, mais Ouais, mais c'est ça, c'est ce truc-là. C'est que voilà, donc l'histoire de temps et d'espace, quoi. Il y a cette histoire de temps et d'espace. Donc ouais. les exercices physiques te permettent d'agir dans le temps et dans l'espace. Le sommeil te permet justement d'apprendre ce que tu as appris. Dormir pour apprendre, dormir pour oublier. Parce que c'est un problème d'oubli, en fait, la maladie. C'est que le corps ne peut plus oublier. Mais il peut oublier que si on remplace. On ne peut pas lui dire oublie. On remplace pour dire que c'est ce nouvel environnement-là qu'on veut mettre en place. Hmm. Donc, on est Alors, tout dans l'espace. je retiens quelque chose dans la complexité de notre conversation. C'est une référence toujours à la spiritualité, finalement, où on fait référence à l'apparition de la réalité dans laquelle on vit dans un repère spatio-temporel, l'espace et le temps. Et d'ailleurs, on parle aussi dans la gnose chrétienne de la croix de l'espace et du temps.
donc être crucifié sur la croix de l'espace et du temps, en faisant référence au corps donc, qui est inscrit dans cet espace. Mm, mm, mm. De toute façon, tu fais les parallèles avec tout ce que tu veux en spiritualité. Les sagesses ancestrales, c'est les sagesses ancestrales. Il y a que l'homme blanc, entre guillemets, qui va arriver, qui va chier sur 4000 ans de médecine chinoise, 4000 ans de médecine ayurvédique, 4000 ans de médecine indigène d'Amazonie en disant, moi je te mets du Doliprane, alors que les Sumériens, ils s'en sont servis il y a je sais pas combien de milliers d'années, avec le saule et tout, là, l'écorce de saule, tu vois. On n'a rien inventé. Déjà, on n'a rien inventé et il n'y a aucune découverte à échelle humaine. C'est que la nature, elle a déjà trouvé, en fait. Mm, Elle a déjà trouvé. Elle a déjà mm, fait le travail. On fait que, on fait que découvrir, mais on ne fait pas inventer. On fait que découvrir à notre échelle de microbes. mm. Donc là, on a dégagé une idée intéressante, c'est que finalement, le malade, celui qui a mal et qui s'avance vers la connaissance, a une chance de connaître, en fait. Donc, connaître, donc c'est aussi naître avec quelque chose. Donc, toi, Hmm. en ce qui te concerne, tu es, quelque part, à cause de la douleur, tu es rené dans dans un univers, dans une connaissance qui pour toi qui a dû beaucoup changer ta façon de voir les choses, donc finalement. Ouais, ça, c'est sûr, malheureusement. Ou heureusement. Ça dépend. Tout a un prix. J'essaye de relativiser, hein. De Mm. relativiser, je dis toujours tout a un prix. Tu vois, je me dis que rien n'arrive par hasard et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Il faut se servir de l'épreuve pour apprendre. Ouais, ouais. Alors tu as dit malheureusement et heureusement, et en fait je comprends bien ça, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu dirais malheureusement? Parce que tu sais que dans toute chose, il y a un bienfait, dans toute chose, il y a un méfait. Mais faut mesurer, est-ce que le méfait l'emporte sur le bienfait ou pas. Tu sais, Mm, c'est un peu la parabole de l'alcool. Chez les musulmans, l'alcool n'est pas, à la base, dans le Coran, il y a écrit, je sais pas si dans le Coran, mais en tout cas, c'est dans l'histoire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que quand ils buvaient de l'alcool, ça les rendait généreux. Donc, ils donnaient beaucoup d'argent, beaucoup aux pauvres. Puis comme les hommes étaient un peu timides, ils étaient, ils se souriaient entre eux, ou je t'aime mon pote, tu vois, enfin, je te l'image, hein, mais dans le lot, il y avait toujours un qui sortait son sabre et ils se tuaient entre eux, tu vois, qui faisaient des bagarres. Et dans le Coran, il a dit, bah, l'alcool, il y a un bienfait, mais le méfait l'emporte sur le bienfait. Donc, c'est que des outils. Donc, reste à savoir quel est l'outil, pour qui, et comment on exploite cet outil, à quel moment. Donc, il y a rien de fondamentalement bon ou mauvais, tu vois. Je pense que mm, c'est surtout un usage qu'on en fait. mm. Euh, Et, donc, moi, et du coup, est-ce que tu dis heureusement parce que tu as trouvé un usage à ta connaissance aujourd'hui? heureusement, parce que d'un côté, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup évoluer, ça m'a fait beaucoup mûrir avec mon rapport avec les femmes, avec moi, ça remet tout en question. De toute façon, dès qu'il t'arrive une grosse galère dans ta vie, hein, que ce soit un grave accident, un deuil, tu vois, une perte d'un enfant, dès qu'il y a un gros truc, forcément, tu remets tout en perspective et tu vois les choses avec un œil un peu plus neutre et un peu plus enclin à revoir tes croyances, Mm, tu vois. Moi, ce que je crois, c'est on, que, que rien n'est acquis, quoi, ça c'est sûr, que rien n'est acquis et que des jours on avance, des jours on renonce, mais l'important c'est de jamais perdre la direction, quoi. Parce qu'on peut pas mm, tous les jours gagner, quoi. mm, Faut comprendre qu'on apprend plus par la vie, par la mm. défaite que la victoire, quoi. Ouais. Mais je sais pas si tu vas me permettre d'aller sur ce terrain-là, à cet endroit-là, mais est-ce que, je m'y risque quand même, est-ce que ce que tu as appris est applicable aujourd'hui pour toi? Quels en sont à ton endroit, les résultats? Quels sont les espoirs aussi que tu as et les échecs? C'est une question peut-être assez vague, mais je pense que tu peux commencer par ce qui te Mm. vient. Euh, Moi, je sais que j'ai commencé à aller mieux déjà psychologiquement quand j'ai arrêté. Ça concerne que moi, donc j'ai pas envie de. Prenez pas ça pour une vérité, hein. Je sais que j'ai commencé à aller mieux dans ma tête quand je me suis confronté à ma propre sombritude. Et je sais que j'ai commencé, j'ai plus évolué
en mettant 2 000 € dans des livres, des formations, et puis après j'ai remis d'autres formations, j'ai mis encore 5 000 € dans d'autres formations, qu'en 13 000 € dans des professionnels de santé payés pour ça, qui ont fait ça Hmm. toute leur vie. En 2 ans, j'ai fait plus de progrès qu'en moi tout seul, qu'en 2 ans de thérapeutes qui sont censés faire ça toute leur vie. Ça veut dire que le meilleur médecin, c'est soi. Enfin, le meilleur médecin, c'est soi. Et que si on se donne les moyens, on peut que faire mieux. Parce qu'il faut une telle patience, on est sur une subtilité, une complexité telle euh, que, euh, que les cellules de la peau, elles ont la même information génétique que les neurones, mais l'information n'est pas traduite de la même chose. Et donc les cellules de la peau, elles communiquent entre elles comme des neurones. Et on a longtemps cru que c'était réservé ce mode de communication aux neurones. Tout ça pour dire on est sur des points qui sont, on est sur, voilà, qui va te palper, qui va te toucher, vraiment voir au millimètre près la réaction, la motilité de la peau, elle bouge pas, le mouvement, est-ce que j'ai le sens de l'équilibre, tu vois, on est sur des tellement subtil qu'il n'y a que la personne qui peut piocher ses outils, différents outils, pour elle-même faire son protocole, Hmm. plutôt qu'on lui impose un protocole. Je sais pas si c'est la réponse que tu attendais, Oh, mais moi, en j'attendais aucune progression, réponse autre que la tienne. après, je sais que moi, par exemple, je sais que il y a 3 ans, je marchais 15 minutes par jour, j'arrivais pas à marcher plus longtemps que ça. Et je sais que maintenant, je peux marcher 1 heure et demie, par Hmm. exemple, tu vois. Hmm. Et du coup, tu disais que finalement, tu marchais de mieux en mieux. Ouais, Euh, j'ai toujours mal au côte, hein. J'ai toujours ouais, mal au. J'ai plus mal au cou par contre. Je sais que j'ai fini 2 fois aux urgences pour mon cou il y a plusieurs années. ouais. Et tu vois, une anecdote qui m'a vraiment justement à quel point la violence du système médical, et je me trouve très tendre, hein, mais dans le fond, je suis. Parce que j'avais été aux urgences de Grande-Simple, en 59, pour mon cou, des trucs, mais j'allais me mettre la tête dans un mur, c'était intolérable, la douleur que j'avais dans le cou. Et j'avais été aux urgences et j'étais tombé sur une infirmière ou je sais pas. Elle m'avait dit si à 25 ans vous avez mal partout, allez voir un psy. T'imagines la violence du truc, la Hmm. violence du truc. Et Mais t'avais puis, dit ça sans aucune forme de préparation. C'est parce que en fait, ce qui fait souvent la violence, c'est le contexte. C'est pas forcément ce qu'elle dit en particulier. bah, je suis aux C'est urgences. que Je, je sais pas, c'était pas quelque chose à dire, je trouve. Et surtout que ouais, en plus c'est à la fois méchant et en plus c'est totalement faux scientifiquement. ouais. C'est criminel et faux. Et tu vois, ça prouve que c'est une infirmière et ça prouve qu'en médecine ils sont c'est grave, c'est un fondement de la médecine en fait, de savoir que la douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire. C'est comme si je te dis le ciel est bleu. C'est Ouais. niveau CE1 en fait. Ouais, Donc ça prouve qu'ils n'ont même pas niveau c'est-à-dire CE1. ils sont dépassés par la situation et il y a un refus égotique en fait au fait d'être dépassé en fait, d'être hors champ de compétences. Et souvent en fait, ça réagit comme ça par un agacement. Ils bottent en touche, mais en bottant en touche, finalement, bah, ils tapent dans Prouve le leur, ballon et le prouve leur ballon, c'est nous. prouve leur incompétence. C'est tout ce qu'ils font. Tu vois, je veux dire, tu veux me parler de douleur, tu me parles de fibra delta, tu me parles de fibre C, tu me parles de réflexe de retrait, de paralysie par la peur, de neurones WDR, de nocicepteur TRPA1, TRPV1, de crise énergétique de l'ATP, d'hippocampe, de cortex et d'amygdale. Tu me parles du concret. Tu me dis pas c'est dans la tête. Parce que non, faut savoir de quoi on parle. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est face à des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et parce tu viens à eux, ils pensent que comme tu es dépendant de eux, ils profitent de leur pouvoir pour, pour rassurer leur propre ego, qui n'est qu'une incompétence avérée, en fait. Tu Hmm. vois? Donc, moi, Est-ce que tu penses qu'on devrait rajouter des structures dans le corps médical tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'on devrait rajouter des structures pour justement faire le pont entre entre cette connaissance à acquérir, à perfectionner, et la non-connaissance des patients qui arrivent? Je ne sais pas si je suis clair. Parce que je vois l'image, comme toi, je vois des images, j'essaie de la mhm. transcrire en mots. Tu vois, Star Wars avec le conseil des Jedi, Ouais. ça devrait être le conseil des médecins, par exemple. Le Faudrait qu'on conseil de l'ordre? Non, ce n'est pas ça, Raphaël. parce que là, actuellement, le système médical, c'est Ordre 66 et on flingue tous les Jedi. Et là, il n'y a plus de Jedi, tu vois. Hmm, C'est que il faudrait des gens sages,
des gens sages qui savent écouter, comparer les preuves et, et ne pas renier le patrimoine de l'humanité. C'est que on peut pas renier le patrimoine de l'humanité. Et la médecine en fait partie. Et quand je parle de médecine, je te parle du, tu sais, le premier texte de médecine, c'est un papyrus égyptien. Tu vois. Donc il y a un patrimoine de l'humanité médicale à prendre chez la médecine indienne, la médecine chédie, les Tibétains, ce que tu veux, les indigènes, les Indiens d'Amérique. On a un patrimoine pharmacologique avec des venins même, des venins, le venin de Cambo, la grenouille d'Amazonie, tu sais, les fourmis machin dans les gants. Il y a un patrimoine végétal et animal qui est à prendre à travers toutes ces cultures et on préfère faire de la synthèse et donc soigner du vivant avec du mort en espérant que ça marche. Et c'est Ouais, parce que ouais. c'est mort que ça marche pas. Hmm. Bande de cons, Ouais. tu vois. À mon sens, on pourrait terminer l'interview ici, mais on va pas le faire. Si vous écoutez, bon, pour moi, c'est effectivement certainement la parole. C'est qu'on ne peut pas effectivement soigner du vivant avec du mort. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça peut pas marcher. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça. Et souvent on me dit, souvent, tu fais le parallèle, hein. Souvent on me dit, tu penses que ça c'est bien, ça cette plante elle est bien, et ça c'est pas trop cher, ça c'est pas trop cher. Souvent on fait des comparatifs comme ça. Et je leur dis, tu regardes l'ayahuasca, bon c'est interdit, hein. Tu vois de l'ayahuasca, la prise d'ayahuasca c'est 30 euros. Et l'ayahuasca elle te remet le cerveau en mode par défaut. Tu peux pas faire plus puissant. Ça te le remet en mode comme s'il est d'usine. 30 euros. Et 30 euros c'est quoi? C'est des antidépresseurs pour un mois. Hmm. Qui ne feront jamais aucun souvenir, aucune mémoire du déplacement, même si c'est les mêmes récepteurs que l'ayahuasca. C'est que l'ayahuasca, c'est un analogue à la sérotonine. Oui. Donc, Au contraire, en général, les antidépresseurs ont tendance à bloquer justement les processus mémoriels. En tout ouais, cas, moi, j'ai une expérience très sensitive au niveau sensitif. Les impressions que l'on a en posant sa main sur quelqu'un qui prend des antidépresseurs n'est pas du tout la même que chez quelqu'un qui n'en prend pas. Et il ouais, y a ouais. beaucoup moins de mouvement. Hmm. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que ils font les antidépresseurs, en fait, il y a les épines dendritiques et ils font que les rendre un peu plus intenses. Mais pour qu'elles soient un peu plus intenses, cette connexion, faut-il qu'il y ait des nouvelles connexions? Hmm. Ah bah oui, hein. Et ce qu'elle fait, la dépression et la douleur chronique, c'est elle empêche justement de recruter des nouveaux circuits neuronaux. Parce qu'il y a une perte de connectivité entre le cortex et l'hippocampe. Et vu que tu ne peux pas recruter des nouveaux circuits neuronaux parce que tu ne peux pas ressentir autrement, et comme tu ne peux pas ressentir autrement, tu ne peux pas penser autrement. Et comme tu ne peux pas penser autrement, tu ne peux pas faire autrement. Et donc, l'apprentissage est impossible. Et donc, la dépression et la douleur, on n'en sort pas. Parce qu'il faut S'installe. des nouveaux souvenirs. Il faut des nouveaux souvenirs pour faire des nouvelles connexions, tu Amen, vois. amen. Et donc, il faut agir sur la mémoire du déplacement et du lieu, Hmm. Hmm. tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, aujourd'hui, en fait, dans tes études et dans tes recherches, ce que tu as fait, c'est que, si j'ai bien compris, hein, tu as fait tout le chemin du cerveau jusque finalement à la fonction motrice, à la fonction du mouvement, et maintenant tu vas faire le chemin inverse, c'est ça, j'ai bien compris? Contraire, plutôt contraire. J'ai fait le chemin muscle-cerveau, donc le muscle D'accord. à 1000%. Là, j'ai fait un peu le cerveau quand même, hein, forcément. Et là, cette année, je fais le cerveau-muscle. Donc là, je fais le contraire, je fais le chemin D'accord. inverse, Le chemin tu vois. inverse. Ok. Ouais, parce que le muscle, de toute façon, c'est un no man's land. C'est-à-dire que le muscle, j'ai dû vraiment galérer à trouver les informations. C'est vraiment difficile. Pour vraiment trouver le fuseau, le machin, le motoneurone, machin, tel truc, le point trigger, c'est un no man's land. Je te jure, j'en ai épluché des tonnes des articles sur le point trigger. Et pour que je trouve que c'est la sensibilisation du réflexe de retrait, je te jure, j'ai mis des milliers et des milliers d'heures. Et Hmm. c'est un Australien et tout, et qui m'a répondu par mail d'ailleurs, qui est tombé sur mon article en ligne et qui m'a envoyé un mail. Pour te Hmm. dire hein, à quel point c'est sur un truc de niche, hein. Ah oui, Et- parce on le rappelle, en fait, toi, ce que tu cherches, c'est vraiment des informations avec des chiffres, enfin, des informations vraiment tangibles que tu puisses Ah ouais, amalgamer dans un modèle. Et c'est ça, finalement, donc, ce que exactement. tu dis, c'est qu'au niveau du cerveau, on a plein de rapports chiffrés. Ouais, Au très peu niveau de du choses. muscle, Il y a très peu de rien. il n'y a pas Il y a grand-chose. Il y a rien. très peu il y a un déni du système musculo-squelettique. Et pendant longtemps, j'ai été, ouais, le cerveau, on s'en fout, on s'en fout. Et dans le fond, j'avais raison. Dans le fond, j'avais raison parce que de toute façon, si tu tapes sur la peau, tu vas taper sur le cerveau. De toute façon, si tu tapes sur l'intestin, tu vas taper sur le cerveau. Donc, de toute façon, j'avais raison.
Et, euh, et de toute façon, pour agir sur le facteur universel de transcription de tous les souvenirs, le CREB, qui marche à la sérotonine, tu peux ou le stimuler par un stimulus externe, il faut que ça tape fort, il faut que ça soit puissant. Donc c'est là que j'avais raison dans mes deux articles où je proposais un modèle avec un venin, justement, ou tu peux le stimuler à partir du cortex lui-même, ce facteur. Et donc forcément, les psychédéliques, le mouvement, le sommeil, donc c'est plus lent. Donc il y a deux types vraiment Tu peux passer par plusieurs canaux, quoi, par plusieurs Hmm. canaux. C'est une histoire d'empreinte. C'est que la douleur chronique, elle laisse une empreinte dans le cerveau. Donc, pour faire une nouvelle empreinte, il faut que ça tape fort, il faut que ça tape tout le temps, beaucoup, un peu, pour faire une nouvelle empreinte. Tu vois. Donc, Hmm. c'est juste une histoire de temps et d'intensité pour intégrer quelque chose. Hmm. Ok. Et euh, est-ce que tu prévois des collaborations ensuite pour tester tes modèles? Je sais pas, peut-être pas en France, hein. Si j'y arrive, hein, si j'arrive à être publié encore cette année, je pense que j'irai voir, je sais pas, aux États-Unis ou en Inde ou dans les pays anglophones peut-être Hmm. plutôt. La France, je pense qu'ils veulent pas d'argent ou ils aiment bien leur modèle qui marche pas. Plutôt, c'est plutôt ça en fait, hein. Ils aiment bien les Doliprane qui servent à rien. Ils aiment bien les anti-inflammatoires qui sont mauvais pour la croissance musculaire. Ils aiment bien les anxiolytiques qu'on pourrait remplacer par de la valériane, qu'on appelle aussi le Valium végétal. Euh, Ils aiment bien donner des 15 ans, des 20 ans d'antidépresseurs à des gens alors qu'on pourrait les soigner du premier coup avec de l'ayahuasca. Ils Hmm. passeraient pas un bon quart d'heure, mais peut-être ça pourrait les soigner en une journée. Donc ça Hmm. pourrait sauver leur vie en fait. Donc on préfère épargner les gens en les rendant dépendants d'un système plutôt que de les confronter à leurs propres défaillances et laisser au corps la, la marge de manœuvre pour s'auto-guérir. Et il peut le faire. Faut-il lui donner les bonnes informations? Hmm. Et les informations, c'est pas celles qu'on veut, c'est celles qui sont nécessaires. Hmm. Et donc le chemin inverse là, que tu vas faire, donc du cerveau jusqu'à la fonction motrice, tu veux faire ce chemin vraiment pour essayer de mettre au point un modèle, c'est ça, pour finaliser ton modèle en fait, c'est Ah, ça? juste la continuité, ouais. La C'est la continuité. même chose, hein, mais un peu plus. Je viens faire le 360 degrés, quoi. Mais c'est la même chose. Ok. Et t'espères en sortir avec un modèle. Ouais, Inch'Allah. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui aux personnes qui, qui souffrent ou qui sont dans des situations délicates dues à un traumatisme ou à un contexte traumatisant et qui n'ont pas forcément ta connaissance ou tes ressources, qu'est-ce que tu leur conseillerais? J'en conseillerais déjà de supprimer tout ce qui est négatif dans leur entourage et dans leur environnement direct. C'est-à-dire les amis toxiques, un mari toxique, une femme toxique, euh, un métier qu'ils n'aiment pas. Parce que souvent, les gens se mettent des trucs sur les épaules pour garder leur tête dans le guidon Hmm, et pas se prioriser. Donc hmm, ça aide un peu à trouver une raison de se plaindre et de ne pas s'en sortir. Donc il n'y a pas plus important que la santé, plus que la carrière, plus que hmm. tout, plus, il n'y a pas plus. Est-ce que tu pourrais leur expliquer pourquoi pourquoi prendre ses distances avec tout ce qui est toxique, d'un point de vue physiologique ou d'un point de vue de ta connaissance? Parce que l'environnement est une source d'information directe. Et que plus si l'environnement est stressant, on va limiter la capacité d'apprentissage du corps. Et je parle d'un stress négatif, parce qu'il y a un bon stress. Mais c'est le stress qu'on a choisi et le stress quantifié, comme tu dirais. Hmm, Donc, c'est pas la même chose, quoi. Il y a bon stress et mauvais stress. Donc, le hmm, stress de réadaptation à l'effort, c'est pas le stress de fatigue mentale, de parasitage, si on veut, qui hmm. vient justement prendre plutôt que réapprendre. Ouais, c'est intéressant ça. Effectivement, de stress, il y a un bon stress, c'est celui qui est vers la remise en mouvement, la créativité, ce qu'on a choisi. Et donc le mouvement qui justement va permettre de faire et d'avoir de nouvelles connexions, de nouveaux schémas neuronaux. Et il y a le stress négatif qui, lui, vient empêcher justement cette créativité et cette Exactement. remise en mouvement. Ok. Mhm, on peut résumer ça. Et est-ce que tu as un autre conseil? D'investir dans une petite bibliographie, quelques Ouais, livres, trois, quatre livres, tu vois. ouais, Moi, je d'accord. conseille tout le temps le grand guide de Major Mouvement parce que c'est l'ITMP, on est sur de la kinésithérapie classique. Euh, Bien dans son corps de Monsieur Clavicule, pourquoi pas. La méthode TRE de David Berceli.
si certains, tu vois, ont justement un souci émotionnel à gérer, pour qu'ils prennent un peu de recul avec ça, comprennent Mm. la neurobiologie du trauma un peu, avec Mm. l'intestin, le cerveau Mais entérique. qui ressentent surtout, en fait, qu'ils aillent chercher la sensitivité, donc le ressenti de son corps Mm. et sa symbiose avec l'émotion. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et soulagez vos douleurs par les trigger points de Claire Humber Davis. Donc, eux, je les conseille tout le temps. Et là, il y a pas longtemps, j'ai découvert le livre de Alexandre Moon sur la méthode Moon, ce que je trouve super intéressant. Ça peut être vraiment très intéressant en mobilisation. Donc, l'extraordinaire, je sais plus, ça s'appelle comment, l'extraordinaire pouvoir des fascias en mouvement. Je trouvais ça il y a pas longtemps et je trouve qu'il est vraiment bien son livre. Donc, une petite bibliothèque. En tout cas, c'est plus rentable d'investir dans des livres que dans des thérapeutes classiques. Voilà, Mm. Mm. disons ça. Mm. Mm. Et est-ce que tu aurais un troisième conseil, un troisième et dernier conseil? Euh, c'est difficile, hein, ce conseil, hein. Je dirais dormir. Si je devais en choisir qu'un, ça serait dormir. Pour D'accord. tout- pour tous les moyens. Par tous Ok. les moyens. Donc tes trois conseils principaux, c'est donc s'écarter de ce qui est toxique, hein. Donc Ouais. remplacer le mauvais stress par du bon stress. Le Mhm. deuxième, c'est investir dans une bibliographie. Mhm. Et le troisième, c'est dormir. Et tu as dit oui, c'est difficile d'en choisir qu'un quand je te demandais quel était le troisième. Alors si tu as d'autres conseils, vas-y, n'hésite pas. Manger assez gras. On a souvent tendance à dire il faut pas manger gras, le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. C'est des conneries, il n'y a pas de bon et mauvais cholestérol. Faut arrêter cette connerie déjà. Alors ça, Et c'est un conseil que beaucoup vont aimer, ça, je te l'avoue. Et est-ce que tu pourras nous dire pourquoi ensuite? ouais, je peux te le dire pourquoi. Mm. Déjà parce que le système immunitaire du cerveau, le système microglial, les cellules gliales, elles marchent à la graisse. C'est-à-dire que le cerveau, c'est une masse graisseuse et qu'en fait, la capacité du cerveau à nettoyer les débris cellulaires, c'est la graisse. Ce système marche à la graisse. C'est que il y a une barrière hémato-encéphalique qui laisse pas passer les nutriments, ce qui doit monter, et la graisse arrive à passer dans le cerveau. C'est pour ça que les oméga 3, c'est vraiment très important pour nourrir, c'est la nourriture du cerveau. Et aussi parce que toutes les cellules du corps, elles sont entourées d'une couche de graisse. Et donc, s'il n'y a pas assez de graisse, elles communiquent pas entre elles, donc il n'y a rien qui peut marcher. J'aurais beau prendre avoir tous les neurotransmetteurs de la Terre, j'aurais beau prendre du magnésium, du zinc, me ruiner le machin, la plante truc, le plante machin, hors de prix. Si j'ai pas assez de graisse, pas de communication entre eux dans les cellules, c'est zéro. Donc le Mm. premier truc, c'est manger assez gras. Donc des poissons gras, idéalement. Sardines, du saumon, des trucs comme ça. Mm. Pas trop d'huile de coco, plutôt d'huile de colza ou d'olive, tu vois, ce genre de truc. Le coco, c'est bon, mais c'est pareil, c'est une histoire de dose. Pas tout le temps, parce que pas non plus le Mm. top, tu vois. D'accord. Et boire assez d'eau. Le café, on peut un peu, pas trop, deux ou trois, parce que Balzac, il est mort, il prenait 35 cafés par jour, on va éviter, tu vois. 35, c'est une belle performance, j'avoue. Tu vois, Il devait peut-être pas dormir beaucoup. pas trop, non. Mm. Bah, il a fait un arrêt cardiaque, hein, de toute façon. Mm. Mm. Euh, et Mm. puis, euh, et puis la Un musique, autre? je sais que ça m'aide aussi, hein, malgré tout, à gérer mon stress. La musique le soir, éviter les écrans le soir. C'est un peu con, hein, on l'entend partout, mais préférer plutôt de la musique le soir ou un livre, ou, tu vois. Parce que Mm. l'écran, c'est Mm. la lumière, le bordel, Donc là. de bonnes vibrations en fait, hein. Voilà, ouais, des good vibes et de l'espoir quand même. Mm. Et pas trop de questionnement, malheureusement, même si c'est pas facile et que c'est normal, hein. Mm. Donc, ou sinon du questionnement dirigé, de la même Voilà. façon que le mauvais stress et le bon stress, donc un questionnement dirigé. Peut-être plus ça, ouais, il faut dire. Mm. Parce que, bon, il me semble que tu te questionnes quand même beaucoup, mais tu diriges ton questionnement, Ouais, comme on peut le voir. ouais. Et du coup, tu es fasciathérapeute. Je vais juste rajouter un petit truc Ouais. qui me fait penser à ça. Et aussi, je sais même pas si c'est pas toi qui me l'as dit. Et aussi supprimer tous les trucs du genre il faut rien, je veux, C'est po- l'autosuggestion, tu vois? Il n'y a pas de c'est- il faut ou je dois, c'est je veux. Et ça change beaucoup de choses. je comprends. C'est possible que ce soit moi. Je C'est m'en possible. souviens pas, mais c'est possible que ce soit moi. Mm. Euh, alors, tu es fasciathérapeute aujourd'hui. Tu exerces à Béziers, Ouais, c'est c'est ça. ça? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta pratique pour que tes auditeurs soient informés de comment tu travailles et comment tu peux les recevoir?
Ouais. Alors déjà, je suis pas un fasciathérapeute classique parce que les fasciathérapeutes, ils vont se contenter d'une méthode à la con en fait, avec un copyright. Et moi, la méthode, je le roule dessus en 4-4 parce que le fascia unifie toutes les cellules et que en vrai, on s'en fout de la méthode. Ce qui compte, c'est le résultat. Et l'important, c'est, comme je le dis, c'est la compréhension. Si tu as la compréhension, tu vas te diriger vers les outils dont tu as besoin. Tu vas les trouver tes outils. Et comme il le disait Myers, Thomas Myers, qui a écrit Anatomy Trains, qui est fasciathérapeute aussi aux États-Unis, il te disait, aujourd'hui, on a toutes les techniques manuelles. On n'a plus besoin de techniques manuelles. On les a toutes. On a toutes les en réadaptation, les exercices, c'est bon, on est chaud. Mais ce Mm. qui nous manque, c'est la compréhension. Donc, au Mm. lieu de chercher toujours de manière fanatique la meilleure technique, pensez plutôt à chercher la meilleure compréhension. Et moi, c'est cette compréhension que j'ai que les fasciathérapeutes n'ont pas. Parce que je cherche toujours à savoir mieux, plus que beaucoup. Et c'est Mm. ça la différence. Mais je sais beaucoup invariablement, puisque je fais que ça. Mais, euh, mais voilà, Et le du coup, relâchement de la, ça se traduit comment pour tes patients qui viennent te voir? moi, ce que je fais, c'est que je leur fais un petit bilan de posturaux, mais vraiment à ma façon. Vraiment, parce que je l'ai fait la formation en posturologie de base de Posturopol, en tout cas l'introduction à la posturologie de Posturopol, voir comment ils pensent et leur socle, quoi, sur quoi ils se basent. Tu vois qu'à partir du moment où ils nous parlent de réflexe d'asymétrie tonique posturale avec un copyright à la fin, moi, si un copyright, je lis pas. Il y a un copyright, je m'en fous. Ton copyright, j'en veux pas. Tu mets pas un copyright sur quelque chose de physiologique. Mm. Donc, je peux plutôt dire que c'est une compensation, une inhibition motrice. Je vais trouver un autre mot, mais je vais te le trouver. Et tu vois que toujours ils essayent de nous, 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 nous vendre des méthodes qui confortent un modèle qui derrière a un intérêt à mettre en place un appareil technologique et qu'on soit dépendant, comme une semelle thermoformée et un appareil de mesure EOS avec un brevet français derrière. Alors qu'en vrai, on n'a pas d'appareil pour mesurer. Je te regarde, t'as l'équilibre, t'as pas l'équilibre, t'as de la force, t'as de l'endurance. Est-ce qu'il y a une position de déclenchement à la douleur? Ça suffit largement. Est-ce que t'as l'amplitude, t'as pas l'amplitude? Je sais pas, je comprends pas. La sensibilité cutanée, c'est pas un examen imagerie. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Donc je leur fais vraiment un bilan posturaux plutôt fonctionnel que imagé pro standardisé. Je vais plus me fier à leur ressenti à eux, à les écouter eux, à regarder comment les chaînes sont équilibrées entre elles. Mm. Donc tout le bassin, donc les prérequis, la respiration, voilà, les 5 formes de pubalgie de base, hein, l'engagement du périnée, du transverse, du multifide. Et je vais faire ceinture par ceinture comme ça, le bassin, les épaules, etc. Après, j'essaie de relâcher un maximum la personne, donc je mélange tout un peu. Je mélange toutes les techniques. J'ai été un bon hamster, donc j'ai beaucoup appris et je suis un bon plagieur, Mm. bon hamster. Donc je masse beaucoup en transverse profond. Je masse les gens comme si c'était moi qui me massais. Et donc, c'est pour ça que j'ai ce ressenti un peu de, comme si c'est moi je massais, donc j'imagine ce que la personne peut ressentir un peu quand je le fais. Donc les Donc, neurones miroirs, ouais, l'écoute empathique, les doigts qui sentent, les doigts qui savent. c'est ça, ouais. Le corps, il a sa mémoire, donc le corps, il dit un peu, il est en corrélation à ce que la personne dit. Souvent, les gens qui sont très stressés, etc., c'est les trapèzes, mais tu as aussi le ventre qui est noué. On retrouve souvent les mêmes schémas de toute façon, hein. Un fessier qui est trop faible, un ventre qui est trop faible, mais avec des abdominaux plutôt raccourcis, des gens qui ne respirent pas, Mm. qui sont toujours en respiration apicale, tu sais, en respiration courte de survie comme ça. Donc le diaphragme est trop haut, donc t'as pas l'effet piston, le psoas s'active pas, c'est game over. Et on a des conditionnements spirales. Donc je vais plus, même quand je masse la personne, c'est comme un examen pour moi en même temps. Je vais voir un peu les nœuds où ils sont. Mm. La personne, elle surréagit. Je vais sentir qu'il y a une sensibilisation ici et donc une inhibition motrice. Et, euh, et du coup, après, ce que je fais, c'est que je fais un programme d'exercice pour la personne et j'essaye de cibler vraiment par rapport à son temps. Et c'est si elle a le temps, des enfants, un travail, les exercices les plus qui lui permettent de remettre le pied à l'étrier le plus vite possible pour enchaîner sur une réadaptation, quoi. Et Mm. ce qui est étrange, c'est que tu vois souvent, parce que j'analyse, hein, j'écoute les gens souvent quand ils parlent, souvent tu vois les gens, leur but, c'est de pas avoir mal. C'est pas de fonctionner le mieux possible. Ça m'a toujours rendu bizarre. J'ai Mm. toujours pas compris cette méthode. C'est que les Mm. gens, t'as des gens, je leur dis, voilà, là, tu peux gagner quelques degrés, tac, 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 quel exercice, là, tu peux gagner un peu plus d'endurance, tac, tac. Je suis comme un coach sportif en vrai, tu vois. Et dès qu'ils ont plus mal, ils s'arrêtent. Et hop, j'ai plus mal, ça y est, j'arrête. Je laisse la méthode d'entretien, je cherche pas à être le plus stable possible. Alors que plus je vais être stable, plus je vais prévenir les blessures. Les gens comprennent pas qu'il faut mettre l'accent
sur la prévention et, et que pour éviter de se reblesser, puisqu'on sait qu'il y a une fragilité dans le morphotype. Il y a un morphotype prédisposant peut-être ou pas, c'est pas grave, mais en tout cas, il n'y a pas ce côté entretien. Voilà, il y a pas, ils Hmm. n'ont pas cet instinct d'entretien parce qu'on leur a pas appris à l'école. Au lieu Hmm. d'apprendre des matières, voilà, au lieu de faire du bourrage de crâne à l'école, dans certaines matières dont on ne se rappelle pas tous, comme, je sais pas, l'art plastique ou les cours d'éducation physique, et pourtant Agnès, je crois, elle est professeure d'art plastique dans le groupe et je l'adore, hein. Pardon Agnès, tu m'en voudras pas, mais le, justement, passer par le canal du corps, ça devrait être une matière à prendre soin de soi, ça devrait être une matière qu'on devrait nous enseigner à l'école, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. On devrait même nous enseigner à être heureux, tu sais. Exactement. Et Exactement. en On fait, devrait nous apprendre, on devrait nous apprendre à aimer aussi. ouais, et donc, finalement, quand les personnes viennent te voir, tu fais un bilan, un bilan postural, pardon, éclairé par toute ta connaissance. Tu fais Mm, ensuite un massage profond, et ouais, je passe puis, beaucoup en profond. ouais, et ensuite, tu insistes beaucoup sur la mise en mouvement avec des exercices Exactement. adaptés, Ouais. et tu t'assures en fait qu'ils aient une connaissance, une conscience de leur morphotype. Ouais. C'est Ouais. ça? Ok. Qu'ils comprennent ce qu'ils font, surtout. Ok. Qu'ils comprennent ce qu'ils font et que même si ça échoue, qu'ils réfléchissent à pourquoi et qu'ils puissent Ouais. transcender l'échec. C'est que l'échec, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est il y a quelque chose d'autre à faire. Donc il n'y a pas dix Super. mille solutions, quoi. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment, enfin, en tout cas, pour mon point de vue de professionnel, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça paraît anodin, mais c'est vraiment pas simple à faire. Vraiment Mm, pas mm, simple à faire, et ça demande un certain temps surtout. Et mm, du mm, coup, mm. je sais que tu prends beaucoup de temps quand même avec les personnes qui viennent te Ouais. voir. Entre 3 et 5 heures, suivant le cas. Voilà. Je Entre trouve que quand 3 et ça 5. passe en douleur chronique, t'es sur un autre niveau. C'est que dès que Ouais. t'es sur un, si t'es sur quelque chose qui, un mois, 2 mois, tu vois, un sportif qui s'est blessé, c'est pas pareil. Je vais Hmm. en 2 heures, 3 heures, je vais le boucler parce que voilà, il a pas eu le temps de compenser trop, il a pas eu cette sensibilisation centrale, et en plus il est musclé de base. Mais quand c'est en douleur chronique, ça fait des années que t'as déconditionné. Tu sais que là, il y a la part mécanique au niveau tissulaire, mais il y a aussi la part synaptique. Donc là, il faut être encore plus large et donc ça va être encore plus Ouais. exigeant pour moi, Ouais, tu vois. il faut être plus large, il faut être en même temps plus spécifique, plus précis Mm. pour vraiment trouver le moyen Les meilleurs outils. de shunter cette boucle qui ensuite Exactement. C'est ça que je dis, voilà, ouais. cette boucle centrale. Ouais, ce cercle vicieux, quoi. Donc il me faut à Ouais. peu près 7 heures quand vraiment j'ai quelqu'un en douleur chronique. Donc c'est ce que j'aime bien faire pour pas que ça soit trop exigeant pour la personne et moi aussi, hein. Je fais 3 heures un jour, 2 heures le lendemain, par exemple. Donc Hmm. un jour bilan relâchement, comme ça fait partie du bilan pour moi en fait. Et le lendemain que des exercices et la personne en autonomie. Hmm. Qu'est-ce qu'elle fait? Et même comment elle dort, tu vois, je vais loin. Comment elle dort, qu'est-ce qu'elle mange, parce que je suis pas que fasciathérapeute, j'ai aussi une formation en micronutrition, j'en ai aussi une en neurosciences, de coach en neurosciences, j'en ai, je suis plus 18 en kiné-ostéo, même si j'ai pas le Hmm. truc de base. Ouais, c'est tous les diplômes qu'on voit derrière toi là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, on n'a Je- pas fait exprès, mais c'était pour la lumière en fait. Mais voilà, t'as tous tes diplômes là au moins, si les gens veulent des références. Et du coup, en fait, tu fais ça sur 2 jours, hein, c'est ça? Ouais, c'est mieux pour moi. Après, je Hmm. peux le faire pour un jour quand vraiment j'ai pas le choix, mais je préfère, ça me laisse le temps à la personne de me mettre à sa place un peu, tu vois, ça me laisse le temps Ouais. de me concentrer que sur elle. Je prends qu'une personne par jour. Ouais, puis ça laisse aussi le temps à la personne Intégré, ouais. d'intégrer, ouais, parce que sinon ça peut être, enfin, croyez-moi, faut le vivre. Mm. Euh, ok, et donc pour prendre rendez-vous avec toi, du coup, c'est sur Facebook, hein, c'est ça, je laisserai le lien en fait, bah, te contacter sur Facebook, je laisserai le Ouais. lien. Facebook, Euh, Google, mon site internet sur Google aussi, ok, donc on Maps, il n'y a pas de souci, quoi. ok. Bah, écoute, je laisserai ton contact Facebook ou le groupe, hein, puis comme ça les gens pourront te contacter si besoin. Bon, merci Raphaël pour ce tour d'horizon enfin, d'un univers, bah, je pense dont on partage la passion en tout cas, Certainement. à des endroits différents. Donc voilà, nous sommes aussi tous les deux disponibles sur Facebook en particulier, sur YouTube aussi. Ouais. Donc Raphaël
aussi est présent sur YouTube. Je mettrai aussi le lien. Et ben, on aura certainement l'occasion, Raphaël, de rediscuter Ouais, euh, de cette façon-là sur des sujets peut-être qui nous auront été inspirés par nos patients et par les différentes demandes qu'on peut avoir. En tout cas, bah, je sais qu'on reste en contact. ouais, Et voilà, à tous les auditeurs qui nous écoutent, merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et puis, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, si vous le voulez bien, bien sûr. Et bien sûr, tout ce qu'on vient de dire ne constitue pas des conseils médicaux. bien sûr. Voilà. À bientôt, Raphaël. À bientôt, Baptiste. Bon, Ciao, salut, salut. ciao. Ciao. Salut.